camions réfrigérés, des bétaillères et des tricycles améliorés pour offrir un service de qualité aux consommateurs. La valeur de ces équipements est estimée à plus d'un demi-milliard de francs CFA. La cérémonie de remise a eu lieu cet après-midi à l'abattoir frigorifique de Sabalibougou-Kourani en présence des ministres de l'économie et des finances et celui de l'élevage et de la pêche. À ce jour, 70% des stations-service de la capitale sont à nouveau opérationnelles. Le gouvernement veut désormais verrouiller le système pour éviter toute nouvelle pénurie. Il s'agit de renforcer le stock de carburant et contrôler strictement la distribution par QR code. Les décisions ont été prises ce matin à la suite de la rencontre entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et les opérateurs pétroliers. La situation économique dans la sous-région est jugée satisfaisante avec un taux de croissance supérieur à 6%. L'inflation est aussi bien maîtrisée et la liquidité fortement améliorée. Des informations données par le ministre de l'économie et des finances à l'issue de la 47e réunion statutaire annuelle de la BCEAO. La première session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Caille s'est ouverte hier. 25 affaires sont inscrites au rôle impliquant 25 accusés. Parmi les chefs d'accusation, des atteintes aux biens, aux crimes de sang et d'atteinte aux mœurs. Vous servir est un réel plaisir. Merci de renouveler votre fidélité à la grande édition de ORTM1. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à tous. Le gouvernement améliore les conditions de travail de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou-Kourani. La structure a reçu cet après-midi des équipements d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA. Ils sont composés de camions réfrigérés, de bétaillères pour le transport des animaux et de tricycles améliorés. La dotation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne PASEM. Le point de la cérémonie de remise avec Aridjou Matina et Sidiki Balou. L'abattoir frigorifique de Sabalibougou-Kourani vient d'avoir du matériel dans le cadre du projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne PASEM. Un moyen très important qui facilitera le transport du bétail et de la viande dans le district de Bamako, puis contribuera à améliorer la qualité des services de l'abattoir et accroître la productivité. Le projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne, sous le leadership du ministre de l'économie et des finances, va mettre à la disposition de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou un important lot de matériel roulant comprenant 2 bétaillères pour l'acheminement des animaux à l'abattoir, 4 camions réfrigérés, 10 tricycles améliorés, 2 véhicules pick-up, 10 motos tricycles. Cet important matériel est mis à la disposition de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou pour mener à bien les missions qui lui sont assignées. Partenaire du ministère de l'économie et des finances, le PASEM, à travers ses gestes, entend garantir aux populations maliennes un accès durable à des produits de qualité. La remise officielle des équipements à l'abattoir frigorifique de Sabalibougou dans le cadre du projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne constitue une traduction concrète des orientations de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui ont fait de la souveraineté économique et alimentaire un pilier fondamental de l'action publique dans un contexte sécuritaire et économique exigeant. Les équipements amélioreront la qualité des services de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou d'un coût global de 532 984 000 francs CFA. J'invite la direction et le personnel de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou à une meilleure gestion des équipements mis à sa disposition. Outre la remise des équipements, les ministres présents à la cérémonie ont aussi visité les réalisations faites par le PASEM dans l'enceinte de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou-Kourani. Entre autres, des incinérateurs pour brûler les déchets des animaux, des panneaux solaires, en passant par la dépotalisation des équipements.
Je vous l'annonçais également dans les titres, une station, un code QR. Cette nouvelle mesure du gouvernement est mise en œuvre avec l'accord des opérateurs pétroliers. Le but est de lutter drastiquement contre les fraudes dans la fourniture des hydrocarbures dans les stations-service. Cette décision a été prise à l'issue de la rencontre hebdomadaire entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et les opérateurs pétroliers. C'était ce matin en présence de notre reporter Aloucéline Touri. Une lueur d'espoir à la pompe. Après des semaines de tension, le marché des hydrocarbures au Mali amorce un virage décisif entre le gouvernement et les opérateurs pétroliers. L'heure est à la consolidation. La 12e réunion du comité de pilotage tenue ce matin a accouché d'un plan stratégique pour éviter toute rechute alors que le mois de Ramadan approche à grands pas. Le premier défi reste Bamako. Si 2000 camions sont entrés sur le territoire depuis janvier, le flux venant de la Côte d'Ivoire frôle la saturation. Du 1er à aujourd'hui, nous avons fait rentrer sur le territoire près de 2000 camions citernes. C'est qu'on peut constater aussi sur le marché. Vous voyez que je ne dis pas que les files dans les stations sont terminées, mais aujourd'hui les gens sont régulièrement approvisionnés et à peu près 70% des stations de Bamako sont en service. Et je dis que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer et reconnaître ça pour les opérateurs pétroliers. Le second point, le maintien de la position. Nous comptons maintenir cette position jusqu'au mois de Ramadan, Inch'Allah, sinon même plus. Parce que nous nous sommes engagés à mettre fin à la crise tant que les militaires continuent à escorter les camions pour venir. La seule difficulté qu'il peut avoir dans l'application de ces mesures, c'est au niveau du dépôt chargeur. Parce que nous avons appris que le dépôt chargeur geste aussi à Yamoussoukro a atteint ses limites. Ils font le maximum, ils sont à 98% de leurs limites et ça ne suffit pas. Parce que la demande est très forte. Tout ce qu'on a provisionné sur l'axe, qu'on a mené par l'axe Sénégal, tout a basculé sur l'axe Côte d'Ivoire. Et du coup, la Côte d'Ivoire seule ne peut pas faire face à nos demandes. Plus au nord, le paysage est différent. Gao, Tombouctou et Kidal respirent grâce à une coopération renforcée avec le Niger. La situation au niveau de l'approvisionnement au niveau du nord du Mali est satisfaisante. Pourquoi ? Parce que depuis un certain temps, le ministre nous accompagne au Niger pour notre source d'approvisionnement qui n'est que la SONIDEP. Le Mali ne se limite pas à Bamako seulement, l'approvisionnement c'est toutes les régions du nord et Bamako également. Donc chaque fois qu'il y a une réunion, le ministre nous associe à cette réunion pour qu'on parle également de l'approvisionnement au niveau des régions du nord. Pour le moment, nous avons déjà importé du carburant de SONIDEP pour Gao, Tombouctou. Kidal également, il y a du carburant. C'est le carburant qui vient du Niger qui approvisionne Kidal, qui approvisionne Meneka. Face à ces enjeux, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, mise sur 3 piliers. La sécurisation des convois par l'armée, la constitution obligatoire de stocks de sécurité et une innovation technologique pour contrôler la distribution. Malgré l'accalmie que nous constatons sur le front de la crise des hydrocarbures depuis quelque temps, le gouvernement reste mobilisé, déterminé à apporter une réponse définitive et un retour total à la normale par rapport à l'approvisionnement de notre pays en produits pétroliers. Et à ce titre, il y a 3 problématiques que nous avons examinées ce matin. La première problématique porte sur la poursuite du respect des rythmes d'approvisionnement de notre pays en produits pétroliers à travers des convois sécurisés par les forces de défense et de sécurité. La deuxième problématique que nous avons examinée est aussi extrêmement importante. Nous avons réfléchi sur la mise en place d'une application QR code de rationnement, de distribution du carburant dans les stations au niveau des pompes lorsque les files d'attente se créent. Cette situation va nous permettre d'assurer la maîtrise totale de l'approvisionnement au niveau des stations, mais aussi de contrôler les quantités effectivement livrées par utilisateur afin que nous puissions avoir une gestion optimum des quantités de carburant qui rentrent sur le territoire national. Et la troisième problématique que nous avons examinée, elle porte sur la nécessité, l'urgence et même l'exigence de constituer un stock de sécurité commerciale de façon à faire face à des imprévus qui peuvent intervenir ou à des retards de convois qui peuvent être constatés au niveau de l'armée. L'engagement est pris. Les opérateurs économiques se disent prêts à jouer leur rôle de citoyens pour garantir un ramadan sans pénurie. Mais le succès de ce plan dépendra de 2 facteurs clés,
la fluidité du corridor ivoirien et la vigilance constante des forces de défense sur les routes. Tout à fait. Et déjà, le gouvernement joint l'acte à la parole. Plusieurs dizaines de camions-citernes sont arrivés cet après-midi à Bamako sous bonne escorte des forces armées maliennes. Ils ont été réceptionnés au niveau du bureau des douanes à Faladje, le temps de remplir les formalités avant de ravitailler les stations. Voilà, comme vous le voyez sur ces images, l'arrivée des camions-citernes, plusieurs dizaines de camions-citernes. Et cette disposition du gouvernement vise à résoudre rapidement les difficultés liées à l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. La situation économique dans la sous-région est stable avec un taux de croissance supérieur à 6%. L'inflation est bien maîtrisée et la liquidité fortement améliorée. C'est ce qui ressort de la 4e réunion statuaire annuelle de la BCEAO tenue ce mercredi à Bamako. La réunion s'est également penchée sur l'impact du nouveau code minier du Mali et l'étude en cours pour donner un nouveau souffle aux petites et moyennes industries ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises. On en sait plus avec Sokona Kamisoko. C'est un constat rassurant qui ressort de la 4e réunion statutaire annuelle de la BCEAO. Selon le comité de politique monétaire, l'inflation est bien maîtrisée dans la sous-région. Mieux, le taux dans le dernier trimestre est négatif. La stabilité globale de la sous-région s'est fortement améliorée et cette amélioration de la liquidité globale a permis donc justement aux banques de pouvoir faire face à la plupart des demandes de crédit, ce qui a permis de relancer notre économie, l'économie de la sous-région et d'avoir des taux de croissance supérieurs à 6%. On a des taux qui oscillent entre 6,5 et 6,6%, ce qui est effectivement une très bonne chose. Donc à la suite de cela, les taux des crédits les taux d'intervention de la Banque centrale ont été maintenus. Et il faut rappeler également que les taux d'intervention des États et des banques au niveau de la BCEAO sont à la baisse aujourd'hui. Donc, toute chose qui montre que la zone est dans un dynamisme. Un dynamisme qui se renforce de plus en plus. Et travailler à le maintenir reste un objectif commun. Déjà, les choses vont dans le bon sens avec l'impact du nouveau code minier et le contenu local. Pour renforcer la situation actuelle, un symposium national doit se tenir d'ici à la mi-2026 qui va réunir l'ensemble des acteurs du secteur. Particulièrement le secrétaire permanent au contenu local et l'ensemble du secteur des mines et tous les opérateurs susceptibles de pouvoir venir répondre aux besoins de l'industrie minière et également de voir comment vraiment les banques pourront en ce moment intervenir en appui pour pouvoir leur permettre d'assurer la satisfaction de ces besoins et transformer cette opportunité en une réalité économique permettant donc la relance de la croissance et tous les effets positifs que cela peut avoir. Avoir sur l'économie malienne dont l'un des piliers repose sur les petites et moyennes industries, les petites et moyennes entreprises. Pour leur faciliter l'accès au crédit, le ministre en charge de l'industrie et la Chambre de commerce et d'industrie du Mali travaillent sur une étude. Une étude qui va nous permettre de voir comment renforcer et capitaliser davantage l'expérience que nous avons eue de ces centres et comment renforcer ces centres par l'implication des impôts, des experts, etc., des comptables, pour pouvoir permettre donc un accès plus facile de nos très petites entreprises au crédit bancaire. Donc tout cela dans le cadre donc du système ou du mécanisme d'appui au financement des PME que la Banque centrale a mis en place. La finalité est de renforcer le rôle des PME dans l'environnement économique national afin de promouvoir la croissance et d'améliorer le quotidien des populations. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, apporte son soutien au nouveau bureau du barreau malien. Ce soutien se manifestera à travers l'organisation du congrès des barreaux de l'espace UEMOA en septembre prochain ici à Bamako.
Le garde des Sceaux recevait le barreau hier. Mamoudou Kassogué a longuement échangé avec les 15 membres sur les réformes qu'il entend mener pour assurer un meilleur avenir à la profession d'avocat. Le reportage de Boukari Koulibaly. Fraîchement installé, le nouveau bureau du barreau a été reçu par le ministre de la Justice. Au centre des échanges, les grandes lignes de la feuille de route de la corporation. Conduite par Maître Souleymane Soumountera, la nouvelle équipe dirigeante du Conseil de l'Ordre des avocats compte 15 membres. Elle a été élue le 8 janvier dernier pour un mandat de 3 ans. Monsieur le ministre, nous sommes prêts pour le travail pour lutter contre les braconniers du droit. Nous sommes prêts pour le travail, pour la défense des intérêts des faibles et de ceux qui n'ont pas les moyens. Et ensemble, nous allons corréler avec les institutions. Nous sommes dans un pays qui a besoin de protection. Nous allons le protéger par le droit. C'est notre engagement. Une démarche loin d'être anodine car elle conforte le garde des Sceaux. Saluant les accueils du bureau sortant, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, invite la nouvelle équipe à inscrire son action dans la continuité tout en relevant les nouveaux défis du système judiciaire. Les chantiers ouverts pour relever les défis de la nouvelle justice ne peut évoluer que dans un mouvement d'ensemble. Il s'agit d'une responsabilité partagée pour conduire le processus de transformation positive de notre justice dans ces différents segments. Pour ma part, je voudrais réaffirmer mon engagement et ma disponibilité totale à vous accompagner dans l'accomplissement de votre mandat. Une justice forte, c'est avant tout celle qui fonctionne en garantissant la primauté du droit, laquelle ne saurait être une réalité sans la participation des avocats. Déterminé à agir vite et efficacement, le barreau a soumis plusieurs doléances, notamment le paiement des émoluments liés aux assises. Il a également sollicité l'appui du gouvernement pour l'organisation du congrès des barreaux de l'espace UEMOA prévu en septembre prochain à Bamako. Des requêtes accueillies favorablement par les ministres. Un signal fort, porteur d'espoir pour le renouveau de la justice malienne. Nous restons dans le domaine de la justice avec l'ouverture hier à Kayes de la première session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kayes. 25 affaires sont inscrites au rôle impliquant 45 accusés. Ils doivent répondre de 3 chefs d'accusation: atteinte au bien public, au crime de sang et d'atteinte aux mœurs. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Balkissa Saïdibou, Chérif Haïdara. À situation particulière, mesures particulières, les cours d'assises laissent désormais place aux chambres criminelles dans le jugement des affaires criminelles par le tribunal de grande instance de Kayes. Dès l'entame de cette première chambre criminelle, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kayes a fait le point des affaires inscrites au rôle de la session. Monsieur le Président, vous aurez la lourde tâche d'être non seulement les précurseurs de la chambre criminelle de Séan, mais vous vous pencherez sur 25 dossiers criminels et vous aurez entre vos mains le sort de 45 accusés pour des faits allant des atteintes aux biens, aux crimes de sang et d'atteinte aux mœurs. Nous, les avocats, nous avons été choisis pour défendre d'office les accusés. Il va arriver aussi qu'on défende les parties civiles. À tous mes confrères ici présents, je voudrais que les accusés, nos clients, qu'ils soient défendus en maintenant leur dignité. La chambre criminelle est qualifiée par le président du tribunal de grande instance de Kayes comme l'une des innovations majeures consacrées par la loi numéro 2024-028 du 13 décembre 2024 portant code de procédure pénale en République du Mali. La chambre criminelle du tribunal de grande instance a l'avantage, contrairement à sa devancière, la cour d'assises, d'être une formation permanente. Sous cet angle, le traitement des affaires criminelles qui ressortent de sa compétence va connaître une célérité et le coût honoré des assises tombe. À l'antipode toujours de la cour d'assises, la chambre criminelle est essentiellement composée de magistrats professionnels, sans aucune présence d'assesseurs. Elle assure aux plaideurs le principe du double degré de juridiction, ce qui est une garantie pour ceux-ci, leurs affaires pouvant être examinées au fond à 2 niveaux.
le tribunal de grande instance et la cour d'appel avant la cour suprême. Ainsi, jusqu'au 27 janvier 2026, des magistrats professionnels en service au tribunal de grande instance de Caille vont traiter les 25 affaires reparties en crimes d'atteinte à la propriété et à la personne humaine, dont les atteintes à l'intégrité physique et aux bonnes mœurs. Une justice forte au service des justiciables favorise l'engagement patriotique et cette fibre patriotique anime déjà les 852 soldats qui ont prêté serment hier au centre d'instruction de Soufroulaye dans la région de Mopti. Ils constituent la deuxième vague du contingent 2023. Les nouvelles recrues s'engagent à défendre la patrie au prix du sacrifice ultime. Le reportage de nos correspondants régionaux Souleymane Sidibé et Souleymane Tepsoui. C'est mercredi au centre d'instruction de Soufroulaye, le temps de l'apprentissage a laissé place à celui du devoir pour 852 recrues de l'armée. Devant le drapeau, ces jeunes soldats sont des sentinelles d'une nation debout dans la ferveur où l'armée malienne célèbre ses 65 ans. La deuxième vague du contingent 2023 se dresse face au drapeau, transformant le cri des recrues en un serment éternel pour la patrie. Ces 6 mois n'ont pas été une simple parenthèse dans vos vies. Ils ont été un creuset où vos limites physiques et mentales ont été repoussées, où vous avez appris que la fatigue n'est pas un obstacle, mais une information à gérer. Cette deuxième vague est le fruit d'une politique d'un vaste recrutement lancé par les autorités de la transition. Le Mali compte sur vous et nous comptons sur vous. Le défi sécuritaire de notre pays est grand. L'ennemi est présent et déterminé, dans la brousse, dans les villes, mais aussi dans les villages. Seule votre discipline, votre courage, votre abnégation et votre patriotisme vous rendront utiles au pays. Face à leur chef, les soldats de la deuxième vague du contingent 2023 ont livré une démonstration de force impressionnante en close combat, montage et remontage des armes, prouvant leur assiduité et disposés pour les réalités du terrain. Fidèle aux traditions de l'armée, le passage des troupes au pas cadencé a marqué le point final de la cérémonie, laissant la place d'armes de Soufroulaye vibrer à l'allure d'une mission accomplie. Le ministre de la Réconciliation nationale, de la paix et la cohésion nationale a présidé ce matin la cérémonie de lancement du projet Jeunes et femmes engagés pour la paix et une économie inclusive et réparatrice. C'est une initiative de l'ONG Tilwat Peace avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Le projet a une durée de 3 ans. Il vise à renforcer l'engagement des jeunes et des femmes dans la consolidation de la paix, la réconciliation et la promotion d'une économie inclusive. Le reportage de Maïmouna Guindo et Djelima Ranjabati. Quoi de mieux que de choisir un cadre dont la mission est de maintenir la paix pour lancer un projet qui appelle à la construire et à la préserver. À l'école de maintien de la paix à Lyon-Blondembeya, Tilwat Peace a pris son arsenal. Il ne s'agit pas d'armes, mais d'idées et d'actions pour lancer officiellement son projet Jeunes et femmes engagés pour la paix et une économie inclusive et réparatrice. Les bénéficiaires des projets, c'est les jeunes femmes qui viennent des communautés de Badjangara et de Tombouctou, notamment Gundam, qui ont été victimes de conflits. Donc le projet a l'objectif vraiment de leur donner l'espoir de savoir qu'ils sont importants, leur voix compte. Ils peuvent mener des changements au sein de leur communauté. Parce que vous allez trouver au sein de ces communautés, il y a déjà des ressources existantes. Vous allez trouver des jeunes et des femmes qui sont déjà dans le domaine de l'agriculture, mais ils ont juste besoin d'un peu plus d'appui pour les accompagner. Quand il est question de paix, aucun sacrifice n'est de trop. C'est pourquoi le ministre de la Réconciliation, de la paix et de la cohésion sociale a répondu présent pour introduire ce projet. Il salue cette initiative qui place les jeunes et les femmes au cœur de la construction d'une paix durable. Le développement communautaire fait partie des solutions. Donc voilà pourquoi nous avons développé des stratégies niveau village, niveau fraction, niveau local, pour prendre en compte la préoccupation des jeunes et des femmes, bref, de toutes les communautés en matière de prévention et de gestion des conflits. Le développement, c'est une partie. La réparation aussi, ça fait partie. Le ministère de la Réconciliation travaille avec une large gamme
du type de population des femmes et des jeunes en profondeur pour trouver des solutions. Après son lancement officiel, le projet entre désormais dans sa phase de mise en œuvre pour une durée de 3 ans. Les formations théoriques et pratiques et accompagnement des bénéficiaires demeureront dans les prochaines semaines au profit des jeunes et des femmes ciblées. La faculté des sciences agronomiques et vétérinaires de Sikasso sera opérationnelle la rentrée prochaine. Les membres de la commission d'élaboration du programme sont à pied d'œuvre. La première réunion a eu lieu hier en présence des ministres en charge de l'enseignement supérieur et celui de l'élevage et de la pêche. L'objectif est d'adapter la formation aux besoins d'emploi. Pour en savoir davantage, suivons le reportage de Youssouf Djakiti. Cette première réunion du comité chargé d'analyser les questions relatives à l'opérationnalisation de la faculté des sciences agronomiques et vétérinaires de Sikasso est coprésidée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et celui de l'élevage et de la pêche. L'objectif, c'est d'engager collectivement la réflexion afin d'arriver à l'objectif recherché. Avant, pour la formation vétérinaire, nos étudiants étaient envoyés à l'extérieur du pays avec des coûts de formation faramineux. Le Mali ne disposant pas de véritables facultés en médecine vétérinaire. Dans la convention signée en 2021 entre le ministère de l'élevage et de la pêche à travers le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS 2, et l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar, le coût de formation par étudiant est de 25 937 580 francs CFA. J'espère qu'avec cette collaboration renforcée entre le ministère de l'élevage et de la pêche et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, nous pourrons ensemble aboutir à une refonte de notre politique de formation en médecine vétérinaire afin de permettre un meilleur maillage du territoire national avec des vétérinaires bien formés en nombre suffisant et à des coûts soutenables. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a salué l'oreille attentive de son collègue de l'élevage et de la pêche qui partage totalement la démarche engagée. Le travail que nous vous demandons, c'est vraiment de produire une réflexion très dense, très détaillée, qui nous aidera tout naturellement à aller vers une opérationnalisation de la faculté des sciences agronomiques et vétérinaires de l'université de Sikasso. Les textes fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'université de Sikasso, en son article 55, prévoit des structures de formation. Il y en a 15 au total. Donc parmi ces 15 structures figure effectivement la faculté des sciences agronomiques et vétérinaires, la FSAV. Il est temps qu'on ait une école des sciences vétérinaires dans notre pays. À partir d'octobre 2026-2027, nous allons recruter les premiers étudiants. Le comité chargé d'analyser les différentes questions, après réflexion, doit faire des propositions pour le respect du délai fixé, c'est-à-dire la rentrée universitaire 2026-2027. Les responsables du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle sont en retraite à une 50aine de kilomètres de Bamako et précisément à Sibi. Ils réfléchissent à la mise en œuvre d'une feuille de route qui définira les actions futures du département. En marge des travaux, la ministre a rendu une visite de courtoisie aux notabilités de Sibi. Nos envoyés spéciaux à Sibi sont Sokona Kamisoko et Alou Bekoni. Promotion de l'emploi comme vecteur de développement du capital humain, un objectif ambitieux inscrit au rang des priorités nationales. Cette rencontre de 3 jours, un exercice annuel, fait une rétrospective des activités dans ce sens. Elle regroupe les structures spécialisées à l'initiative du département de tutelle. Au total, sur les 12 recommandations formulées, 6 ont été réalisées, soit 50%. 4 sont en cours de réalisation, soit 33%, et 2 sont non réalisés, soit 17%. Un bilan plus ou moins satisfaisant qui, selon la première responsable du département, doit être amélioré. Conformément à la vision de son Excellence,
le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, chef du gouvernement, accorde une attention particulière à la formation professionnelle, à l'entrepreneuriat, à l'insertion socio-économique des jeunes et à la promotion de l'auto-emploi, car il s'agit là de réponses concrètes aux défis structurels du chômage et de la pauvreté. D'où la nécessité pour le département de renforcer l'offre de formation professionnelle. La réussite de nos politiques publiques repose avant tout sur une synergie d'actions et d'acteurs entre les structures centrales, les services déconcentrés et les collectivités territoriales. Cette synergie doit s'appuyer sur la concertation permanente, la complémentarité et le sens du devoir et de la responsabilité. Ces concertations devront déboucher sur de nouvelles résolutions devant servir de feuille de route pour les acteurs. L'objectif global étant de booster le secteur de l'emploi, notamment pour la couche juvénile, dans le but de réduire la fracture numérique. Dans les semaines à venir, plus de 1500 ruraux recevront des enveloppes pour le financement de leurs projets. Des financements qui interviendront à la suite de la signature de mémorandum d'accord entre le projet de formation professionnelle insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux fiers d'eux et certains de ses partenaires. Une vingtaine de mémorandums ont été signés pour un montant total de 25 milliards de francs CFA. Et pour en parler, l'invité de la semaine reçoit ce soir le coordinateur du projet, Lamine Djassana, interrogé par Yaya Konaté, et je vous propose de suivre un extrait. Aujourd'hui, nous sommes à 1832 projets ficelés qui ont déjà été validés par les collectivités au niveau des régions, parce que c'est les collectivités qui approuvent les projets. Donc chaque projet a eu déjà l'approbation d'un comité régional de sélection. Donc les 1832 sont déjà OK. Les SFD sont OK pour financer. Maintenant, il reste simplement à mettre l'argent à la disposition des jeunes. Donc c'est l'accord, la signature des accords là qui allait nous permettre vraiment d'aller matérialiser tout ça. Donc je pense que dans les semaines à venir, nos premiers financements en termes de toucher de la liquidité chez les jeunes va être une réalité. Mais quand vous parlez d'entrepreneuriat agricole, expliquez-nous concrètement, on parle de quoi en réalité? On parle de tout ce qui est filière agricole. Nous parlons ici de la jeunesse rurale. Ça veut dire des jeunes qui vivent et travaillent en milieu rural. Et tout ce qui peut être comme activité économique qui permettra à un jeune de s'auto-employer et de s'occuper de ses propres besoins et de sa famille, pour nous, est un dispositif est une activité à accompagner. Quand nous parlons d'entrepreneuriat rural, ce n'est pas forcément agricole, ce n'est pas seulement une activité liée à l'agriculture. Mais l'essentiel est que ce soit un jeune malien qui vit en milieu rural et qui décide de s'y installer et s'épanouir là-bas. Voilà l'invité de la semaine à suivre après les infos météo. La ministre de la Santé et du Développement social a présidé ce matin l'ouverture des travaux de la 4e session du conseil d'administration de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation de santé. L'année 2025 a vu l'évaluation de 15 hôpitaux du Mali et la digitalisation au niveau des centres de santé communautaires. Un élan qui sera maintenu, voire renforcé avec un budget de 760 millions de francs CFA pour 2026. Le reportage de Alpha Meika. Autour de cette table sont réunis les administrateurs de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation, établissement de santé ANA-ES. Et c'est pour la 4e fois à la faveur de leur conseil d'administration. Il est question de ce qui a été fait, mais aussi baliser le terrain pour cette nouvelle année 2026. L'évaluation de la performance de 15 hôpitaux de 2e et 3e référence. Les visites d'accréditation dans 20 centres de santé communautaires, dont un seul a été accrédité. Il s'agit en l'occurrence du CESCOM de Didjan,
dans le district sanitaire de Kita. La digitalisation de l'outil d'accréditation des CESCOM sur l'application DHS2 Capture. L'ANAES, avec le concours financier du PNUD, a réalisé l'évaluation et la cartographie des risques de corruption au sein d'un établissement de santé, notamment l'hôpital du Point G, et le développement d'un plan d'action avec toutes les parties prenantes. Pour l'année 2026, les perspectives sont très bonnes. L'agence étant un EPA, nous sommes aussi obligés de faire des ressources propres, notamment à travers ce qu'on appelle les tarifs de l'accréditation. Donc c'est une délibération qui est prévue. Donc une fois que cette délibération sera adoptée, ça pourrait être des facteurs de mobilisation des ressources pour l'ANAES. Un tel résultat ne peut être enregistré sans contrainte. Le sujet s'est invité à la session sans pour autant occulter le budget financier pour cette année 2026. Il y a des contraintes, c'est des contraintes nationales. Vous savez, actuellement, les conditions étant un peu difficiles, la mobilisation des ressources, parce que l'ANAES quand même fonctionne aujourd'hui essentiellement sur les subventions de l'État. Certes, même s'il y a les partenaires, mais aujourd'hui, c'est les subventions de l'État qui assurent à peu près 80% des dépenses de l'ANAES. Le projet de budget de l'ANAES au titre de l'année 2026 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 761 853 500 en francs CFA. Je remercie les partenaires techniques et financiers de l'ANAES pour leur appui constant et au directeur général de l'ANAES et à tout son personnel pour la qualité de travail abattue. Les travaux de cette 4e session se tiennent ici dans les locaux de la direction 6 en commune 4 du district de Bamako. L'ONASR s'engage à lutter drastiquement contre le taux de mortalité maternelle à travers l'adoption de la planification familiale par un nombre important de femmes et filles. Et pour y parvenir, la communication joue un rôle important. C'est pourquoi l'ONASR procède en ce moment à la dissémination de son plan d'action national pour les 5 prochaines années. Il est évalué à 84 milliards de francs CFA. Souma Ouaïdra a assisté hier mercredi à la cérémonie d'ouverture de l'atelier, suivant son reportage. 84 milliards de francs CFA pour améliorer la santé des femmes. À travers son plan d'action national budgétisé de planification familiale 2025-2029, l'ONASR veut réduire la mortalité maternelle et augmenter la prévalence contraceptive de 21 à 30%. Depuis plus de 3 à 4 décennies, le Mali a choisi la planification familiale, l'espacement de naissance comme stratégie de lutte contre la mortalité maternelle dans notre pays. Parce que c'est une stratégie, quand on utilise, on peut réduire du minimum de 30% le décès maternel dans notre pays. Donc c'est dans ce cadre que ce PNB ambitieux de 84 milliards pour les 5 prochaines années a été élaboré par tous les acteurs qui sont là. C'est dans ce cadre que ce plan d'action national budgétisé 2025-2029 nous amène à aller à 2 points de progression. Le pas de progression doit aller à 2 points pour qu'on puisse atteindre les 30%. Et ce plan a pour ambition de renforcer l'offre de services de planification, d'améliorer la disponibilité des produits contraceptifs, accroître la demande et l'adhésion des populations à travers la communication et la mobilisation, renforcer la gouvernance, la coordination et le suivi et évaluation. Le plan est à présent élaboré, mais le vrai défi demeure la mobilisation des ressources et un véritable engagement en vue d'atteindre les objectifs escomptés, c'est-à-dire atteindre les 30% de prévalence contraceptive et la réduction conséquente du taux de mortalité maternelle au Mali. Fin des travaux de la 2e session ordinaire de la conférence épiscopale du Mali au titre de 2025-2026. À l'issue de ce conclave, on retient que les ressources financières de l'Église catholique sont déficitaires, ce qui a eu une répercussion sur les activités, notamment l'enseignement catholique. Cette session de 4 jours élargie à la gestion administrative a permis aux évêques d'échanger sur les mécanismes susceptibles d'optimiser les ressources de la structure. Occasion d'inviter la population à soutenir les autorités dans la restauration de la paix et de la cohésion sociale. C'est ce que nous dit Tchemoro Konati.
La vie de l'Église catholique, une fois de plus passée au peigne fin par les évêques du Mali. C'est à la faveur de cette deuxième session ordinaire de la conférence épiscopale au titre de 2025-2026. Session ayant pour centre de gravité la gouvernance administrative et financière, notamment dans les domaines de l'enseignement catholique. Dans un contexte de ressources limitées et de défis croissants, les évêques ont réfléchi ensemble aux moyens de renforcer une gestion plus responsable, transparente et durable des biens de l'Église afin de garantir la continuité de sa mission pastorale, éducative et sociale. Cette limitation des ressources, souligne le président, est tributaire du contexte des défis multiformes à l'échelle nationale sur les plans sécuritaire, économique, social et humanitaire. Toutefois, les évêques reconnaissent que des pas importants sont accomplis sur le chemin de la recherche de la paix grâce aux efforts du gouvernement et à la résilience de l'ensemble du peuple malien. Pour soutenir les efforts en cours, les évêques du Mali font de la prière leur leitmotiv. Mieux, ils invitent les uns et les autres, chacun à son niveau, à renforcer la résilience et à s'engager pour la paix et la cohésion sociale. L'Église catholique réaffirme son soutien constant à la nation à travers ses actions dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'action sociale, du dialogue interreligieux et de la promotion de la dignité humaine. Dans l'espoir de se retrouver pour la prochaine session, les évêques du Mali se quittent en formulant des vœux de santé et de prospérité pour le Mali à l'occasion du Nouvel An. Le Haut Conseil islamique du Mali s'est réuni cet après-midi pour informer la population sur la présentation de vœux des leaders religieux au président de la transition. Pour plus de détails, je vous invite à écouter Mamadou Djamountani, secrétaire général du Haut Conseil islamique, et il s'exprime au micro de Moussa Kamara. Nous avons tenu ce soir au Conseil islamique une réunion suite à la présentation des vœux au chef de l'État, Son Excellence le général Assimi Goïta. Le message du Haut Conseil islamique du Mali a fait l'objet, au sein de la population malienne en général et de la communauté musulmane en particulier, de beaucoup de polémiques. Nous avons tenu à tenir cette réunion pour que les musulmans comprennent que ce qui s'est passé au Conseil islamique ne doit pas être l'occasion pour la Oumma islamique de se tirer dessus. Le message qui a été porté par le frère Makiba, c'était un message rédigé au plus tard à remettre au protocole de la République le 20 novembre, conformément à une lettre que le Haut Conseil islamique a reçue du protocole de la République du Mali, au moment où le président du Haut Conseil était en déplacement à Dakar. C'est d'un commun accord que le Haut Conseil islamique a décidé que le discours de cette année, le message de cette année du Haut Conseil devant le chef de l'État soit porté par un des vice-présidents en la personne de Mohamed Makiba. Que le président du Haut Conseil, quand il est rentré au Mali, il a accepté effectivement que ce soit Makiba qui présente le message. Donc ce que Makiba a dit, c'est de la part du président, c'est de la part du Haut Conseil islamique du Mali. Et l'ajout qui a été fait par le président du Haut Conseil islamique, avant de faire des bénédictions, faisait partie des préoccupations du Haut Conseil islamique, même si cela n'était pas dans le discours, c'était un complément et faisait partie d'une des préoccupations du Haut Conseil islamique du Mali. Donc ce n'est pas une contradiction avec ce que Makiba a dit, conformément au discours écrit. Et ça, c'est une de nos préoccupations au Conseil islamique du Mali. Je voudrais, au nom du Haut Conseil islamique du Mali, appeler les musulmans, toujours à l'union, à l'unité. Nous voulons appeler la communauté musulmane du Mali à faire en sorte que de petits détails ne soient pas les causes de la division du Haut Conseil islamique du Mali d'abord et de la Oumma islamique du Mali ensuite.
Dans un contexte de changement climatique, il est nécessaire d'assurer une gestion responsable et durable des ressources naturelles. C'est le combat du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. C'est dans ce cadre que le protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages sera bientôt mis en œuvre afin d'encadrer les mesures prises. Les experts et les partenaires du département de l'environnement y travaillent pendant 3 jours. Nous retrouvons Moussa Kamara. La biodiversité malienne franchira une étape clé avec l'opérationnalisation du protocole de Nagoya qui cadre l'accès aux ressources génétiques et le partage équitable des bénéfices. À Bamako, experts et responsables administratifs se sont réunis pour valider le projet de décret d'application du protocole. Initié par le ministère en charge de l'environnement, la rencontre vise à doter les pays d'un cadre juridique clair et applicable sur le terrain. Dans la perspective de se conformer au nouveau cadre mondial de la biodiversité, le Mali s'est engagé à élaborer un projet de décret portant et réglementation de l'accès des ressources aux ressources génétiques et au partage des avantages en vue d'atteindre la cible 13 du cadre mondial de Koumi-Montré. Il s'agit non seulement de doter notre pays d'un cadre législatif réglementaire cohérent en matière d'APA, mais également de contribuer à l'amélioration significative de la nouvelle stratégie mondiale et du plan d'action pour la diversité biologique. Pendant 3 jours, une quarantaine de participants échangent autour de ces textes, considérés comme un outil essentiel pour une gestion responsable des ressources naturelles, conforme aux engagements internationaux du Mali. L'objectif de ce atelier aujourd'hui, c'est d'arriver à faire valider le projet de décret qu'on a sous la main pour la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Pourquoi ce projet de décret? Puisque les pays, une fois ratifié le protocole de Nagoya, a l'obligation de la mise en œuvre. Et pour la mise en œuvre, il faut un cadre, soit législatif ou réglementaire. Avec cette étape, le protocole de Nagoya progresse vers une mise en œuvre effective au service de la biodiversité et du développement durable. AES Actualité au Niger, le président du comité national à charge de l'opérationnalisation de la Confédération des États du Sahel AES a animé hier un point de presse, une rencontre consacrée à la présentation de l'initiative des Forces Unies pour la Confédération des États du Sahel. Cette organisation de la société civile regroupe les 3 pays membres de l'AES. Le reportage de Rahma Ousmane Tinao et Ousmane Konati. Ce point de presse a pour objectif d'informer l'opinion publique nationale et internationale de la mise en place et des missions de l'initiative des Forces Unies pour la Confédération des États du Sahel, de sensibiliser les populations des pays membres de l'AES sur l'importance de l'unité et de la cohésion, et aussi de promouvoir la libre circulation ainsi que le vivre ensemble au sein de l'espace confédéral. Cette initiative qui est portée par Forces Unies pour l'AES souveraine, elle est pionnière en ce que, pour nous, elle va dans le sens de la mission qui est assignée au comité. Mission qui consiste à assurer l'ancrage de l'idée de la confédération dans l'esprit et le cœur de tous les citoyens nigériens, mais aussi de tous les citoyens de la Confédération des États du Sahel. Ce point de presse a été l'occasion pour les responsables de l'initiative d'inviter l'ensemble des populations à prendre part au grand meeting de cohésion et de mobilisation prévu ce samedi 24 janvier 2026 à 9h à la place de la concertation. Une rencontre qui se veut un cadre d'échange, de sensibilisation et de renforcement de l'unité et de l'intégrité entre le peuple des États membres de la Confédération des États du Sahel.
C'est un rebondissement dans la tentative de déstabilisation du pouvoir au Burkina. Le présumé cerveau de ce projet funeste, le nommé Paul-Henri Sandaogo Damiba, est entre les mains des autorités burkinabées. À l'issue des enquêtes, les choses se précisent. El Hadj Madi Sankade, l'un des suspects interpellés, avait effectué plusieurs mois auparavant une mission de reconnaissance d'un supposé domicile du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en vue de commettre un attentat au moment du passage à l'action. Dans une vidéo exclusive, El Hadj Madi Sankade, à bord d'un véhicule, a filmé le supposé domicile et ses alentours afin de fournir toutes les informations utiles au commando qui devrait mener l'assaut. Le film des faits avec Bienvenue Tanoussa. Dans son aveu, il dit clairement qu'il était permanemment en contact avec Paul-Henri Sandaogo Damiba, le cerveau du énième putsch manqué du 3 janvier 2026. Dernièrement, El Hadj Madi Sankade s'était rendu en Côte d'Ivoire et est revenu avec un financement de 70 millions de francs CFA. Mais visiblement, son rôle allait au-delà de faciliter les contacts et certaines transactions financières. Dans la capitale burkinabé, voici une balade peu ordinaire. Madi Sankade et son acolyte, l'adjudant de police Moumouni Soré, promis au poste de DG de la LONABé, sont en mission de reconnaissance. C'est en sa compagnie que M. Sankade avait effectué le déplacement de Ferké en terre ivoirienne. Rêve ou hallucination, ces deux hommes identifiaient un supposé domicile du président du Faso en vue de commettre un attentat au moment du passage à l'action. Et les informations récoltées allaient servir au commando qui devait mener l'assaut. S'exprimant en langue nationale mori, El Hadj Madi Sankade et son compagnon de route s'informent sur la localisation du supposé domicile et ses différentes portes d'accès. Alors qu'il jurait au moment de son interpellation n'être au courant de rien, Madi Sankade avouait avoir simplement mobilisé des fonds pour aider Paul-Henri Sandaogo Damiba, alias le patriarche, mais la suite des investigations prouve le contraire. Célébration de la fête de l'armée malienne, on en reparle ce soir encore et cela se passe à Kidal. Le Conseil supérieur des Imgad et alliés réaffirme son soutien indéfectible aux FAMA et aux autorités de la transition dans la pacification du pays. À l'occasion du 20 janvier, il a offert un dîner aux FAMA dans la 8e région administrative du Mali, une occasion pour magnifier la collaboration entre l'armée et la population. Le reportage de Sidi El Mehdi Ag Al-Baka. Dans un élan de solidarité et du patriotisme, le Conseil supérieur des Imrad et alliés CSA de Kidal, en marge de la célébration du 20 janvier, fête de notre armée nationale, a offert un dîner à l'honneur des FAMA. Ce geste symbolique mais hautement significatif vise à soutenir les efforts des FAMA engagés quotidiennement pour la défense de l'intégrité territoriale et la protection des populations. Que je m'adresse à vous ce soir au nom du président du CICA, El Hadj Aggamou, et du bureau régional de Kidal, occasion de ce majestueux dîner organisé dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire de l'armée nationale du Mali. L'armée est l'une des plus significatives fêtes nationales de notre pays. Cette soirée traduit la volonté inébranlable des Imrad et alliés à soutenir sans faille les FAMA, un geste reconnu et apprécié par le commandement. L'attachement de la communauté à l'armée, ça m'a profondément marqué.
Résilience de cette population aussi, malgré les difficultés, malgré les épreuves, ça m'a profondément marqué. Toutes les occasions ont été mises à profit ici pour vraiment réserver des hommages aux forces armées maliennes. Très sincèrement, les populations, toutes tribus confondues, en particulier le CCA, qui n'a jamais manqué d'apporter son soutien aux femmes. Le Conseil supérieur Imrad et allié de Kidal réaffirme son engagement aux côtés des femmes pour la paix, la sécurité et la souveraineté nationale du Mali. Hommage aux femmes, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez de Fourou, c'est dans la région de Sikasso. Bonsoir.